Notre invitée ce matin, Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la ville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, la ville. Si important, je reviendrai sur les problèmes d'insécurité, je reviendrai sur les problèmes de logement, sur tous ces problèmes-là qui pourrissent parfois la vie de nos concitoyens. Vous étiez proche de Manuel Valls, hein, Juliette Méadel. J'ai été sa ministre, Vous absolument. avez été sa ministre. Sous le quinquennat de François Hollande. Exactement, vous avez été radiée du PS en 2017. Absolument. Absolument. 2018, Après avoir soutenu Emmanuel Macron. Oui, 2018. 2018, pardon. Oui. Opposé à la loi immigration, je m'en souviens. Absolument. Hein, toujours aussi fermement, pas toute la loi, parce qu'il y avait des choses bien dans la loi, mais surtout la préférence nationale. Voilà. Et vous êtes aussi conseillère d'opposition à Montrouge, c'est important pour vous. Oui. Et justement, Montrouge, le 8 janvier 2015, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, est assassinée par Amédi Coulibaly, complice des frères Kouachi, qui la veille avaient semé la terreur dans les locaux de Charlie Hebdo. Coulibaly, le lendemain, tuera 4 personnes de confession juive lors de la prise d'otage d'un supermarché Kacher à Paris. 2017, vous étiez 2018, 2016, 2017. Vous étiez secrétaire d'État à l'aide aux victimes, et notamment aux victimes du terrorisme, Juliette Méadel. Donc vous avez côtoyé ces victimes, ces familles de victimes, et vous avez mesuré l'ampleur de cette tragédie terroriste. La mesurer, presque même la vivre, évidemment, à travers leur récit. Oui. Puis nous avons vécu aussi les attentats de Nice. Oui. Puis il y a eu d'autres attentats, Saint-Étienne-du-Rouvray. Et en réalité, il y a eu beaucoup d'attentats, même des attentats islamistes contre les Français à l'étranger. Et ce qui était assez sidérant et marquant, c'était d'abord le courage de ces victimes, auxquelles je m'adresse aujourd'hui, puisque nous allons commémorer les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Et surtout, ce que nous avons fait à l'époque, c'est que nous avons mis en place un service public pour aider ces victimes-là, c'est-à-dire une prise en charge globale, financière, judiciaire également, administrative, pour éviter que ce soit le parcours du combattant pour les victimes de catastrophes, de toutes catastrophes. Vous aviez une idée en 2018, un impôt, je me souviens de cela, un impôt pour soutenir la liberté d'expression. Oui, et c'était d'ailleurs destiné à aider Charlie Hebdo à pouvoir faire face à ces dépenses de sécurité qui sont considérables depuis qu'ils ont été victimes de l'attentat. Et c'était précisément aussi une manière de dire nous sommes Charlie, nous revendiquons la liberté d'expression, le droit au blasphème, et cet impôt, je n'étais plus en responsabilité, n'a pas été voté. Il n'a pas été, l'idée n'a pas été retenue. Ce que vous regrettez, ce que je regrette aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Un impôt qui aurait été payé, par exemple, par les grandes plateformes. Par exemple, les grandes plateformes numériques, parce que la liberté d'expression, c'est l'un des biens que nous avons de plus cher en démocratie, et nous devons la chérir. Alors, Charlie, donc, c'est quoi pour vous être Charlie aujourd'hui ? C'est être fier de ce que la République française a construit depuis toutes ces années où nous sommes une République qui accueille, qui intègre, mais qui est aussi exigeante sur le respect de nos 4 principes. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Moi, je ne choisis pas. Je veux les 4. Et c'est ça, être Charlie. Et c'est partager cet idéal. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous permet de vivre en paix. C'est ce qui nous permet aussi, qui permet à chacun de vivre sa religion comme il l'entend. Mais la religion, c'est à la maison. Et c'est aussi ce qui nous permet d'accueillir la différence. On accueille à condition que le cadre républicain soit respecté. C'est un modèle dont moi, je suis fière. Je sais qu'à l'étranger, on ne comprend pas notre laïcité, notre fraternité. Mais j'en suis fière parce que accueillir la différence, l'intégrer, c'est partager cet idéal républicain et c'est faire de nous, en fait, une nation unie. Et c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui. Donc je me demande si aujourd'hui, nous aurions la force d'être à nouveau Charlie. Est-ce que nous sommes... Parce qu'à l'intérieur même de la nation française, certains ne sont plus Charlie. Mais non Est-ce qu'aujourd'hui... Non, j'ai lu ce qui vous opposait, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon ou à LFI, Juliette Méadel. Vous êtes une femme de gauche. Il y a 2 gauches. Il y a cette gauche universaliste, et LFI ne serait plus universaliste. Et LFI aurait délaissé la laïcité ?
Oui, LFI a délaissé la laïcité, et quand on compare l'attitude de Jean-Luc Mélenchon au moment des attentats de Charlie Hebdo et le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement ils prennent des distances par rapport à la laïcité, mais ils font entrer le fait religieux dans le débat public et politique. Volontairement ? Volontairement, Sciemment ? en s'adressant à des catégories. Mais bien entendu, en s'adressant à des catégories, ce qui est d'ailleurs, en fait, quand on regarde bien Jean-Jacques Bourdin, ce qui est insultant. Aucun citoyen de France ne veut aujourd'hui se revendiquer sur des discriminations religieuses. Les musulmans de France, si tant est qu'il y ait une communauté, je ne crois pas, il n'y a qu'une seule communauté, la France, mais admettons, aujourd'hui, n'ont aucune envie qu'on les distingue et qu'on les désigne selon leur religion. La plupart ont envie de vivre et sont d'abord des citoyens français et n'ont aucune envie d'être assimilés à une petite fraction d'islamistes. Est-ce que vous pensez donc que LFI, l'idée de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'insérer dans notre République le fait religieux? Je pense qu'il insère et il essaye de fracturer la République avec toutes les différences possibles en les exacerbant. La différence religieuse, la différence sociale, il exacerbe toutes nos fractures, et je pense que au lieu d'essayer au contraire de lutter contre les inégalités, de résorber les fractures, il les accentue. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais est-ce que je peux dire, est-ce que je vous demande, je vous pose la question, est-ce qu'il utilise les musulmans? Est-ce qu'il utilise, je dis bien utiliser, j'emploie à dessein le mot utilisé, est-ce qu'il utilise les musulmans comme cible électorale pour conquérir le pouvoir, comme agent pour conquérir le pouvoir? Il instrumentalise. Il instrumentalise une forme de parfois, oui, de désespérance sociale, qui s'explique par toute une série de raisons, qui l'instrumentalise, mais ce faisant, il emboîte le pas aussi d'une forme de radicalité religieuse. Et c'est pour ça que je lui en veux, parce qu'il jette l'opprobre sur une partie de la population qui n'a pas besoin d'être pointée du doigt. Et d'ailleurs, en faisant ça, en réalité, il complète la démarche de Marine Le Pen, qui, pour une partie de ses soutiens, discrimine aussi selon les origines. Et moi, vous voyez, ce qui me pose problème, c'est que je ne veux pas m'adresser aux citoyens de France en pointant leur origine, que ce soit leur origine nationale, religieuse. Non, vous êtes en France, vous êtes en situation régulière, vous payez vos impôts, vous travaillez, vous êtes conforme à la loi, vous êtes français, on ne vous demande pas d'où vous venez, quelle est votre religion. La religion, encore une fois, c'est à la maison, et on s'adresse à vous comme un citoyen français. Oui, mais vous savez très bien que dans certains quartiers, vous êtes responsable de la ville, dans certains quartiers, les islamistes ont pris, je ne dirais pas pris le pouvoir, mais sont très écoutés, sont très entendus. C'est la raison pour laquelle il faut lutter sans aucune précaution, si ce n'est le cadre légal, contre les mouvements islamistes qui sont des mouvements politiques. Soyons tout à fait clairs, l'islamisme fondamental est un mouvement politique qui est d'ailleurs destiné à fracturer notre pays. Enfin, ce que nous avons vécu depuis 2012, parce que les attentats terroristes qui font entrer la France dans les années noires, on peut commencer à 2012, même si on pourrait commencer avant 2012, c'est Toulouse, c'est Montauban, c'est l'école aux Aratora, c'est cette petite fille qui est tuée à bout portant par le terroriste. En réalité, c'est une guerre idéologique contre notre modèle démocratique, républicain et laïque. C'est pas de la religion, c'est de l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, de déstabilisation de la France. Juliette Méadel, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, qui espèrent, là je passe au terrain politique, qui espèrent un départ anticipé d'Emmanuel Macron, destitution ou démission. Que leur répondez-vous ce matin ? Je leur réponds qu'ils n'aiment pas la France pour lui vouloir à ce point du mal par de la déstabilisation. Depuis la dernière motion de censure, nous avons payé. Nous sommes en train de payer, nous, contribuables citoyens, le prix de cette censure. Alors, la censure, c'est une expression normale et légitime de la démocratie, mais ça a un prix économique, ça a un prix dans la stabilité politique du pays. Et maintenant, il faut que nous arrivions à de la stabilité. Le président de la République a été élu. Jusqu'à 2027, il est indispensable de permettre maintenant aux institutions de fonctionner, ne serait-ce que pour que les agriculteurs puissent être payés, pour que ce qui concerne mon sujet, qui est la politique de la ville, eh bien les associations puissent recevoir leurs subventions, dans les quartiers pour qu'on puisse à nouveau faire fonctionner correctement, notamment les conditions de vie dans les immeubles, et puis que tous les services publics fonctionnent.
Je vais revenir aux conditions de vie dans les immeubles parce que je sais que ça vous tient à cœur. 14 janvier, discours de politique générale de François Bayrou, motion de censure le 16. LFI a déposé ou déposera une motion de censure. Alors évidemment, tout dépendra du PS. Entre autres, est-ce que le PS va voter la censure ou pas? Il y aurait des premières discussions, réouverture de discussions à propos de la réforme des retraites. Vous confirmez ? Écoutez, je le confirme à mon modeste niveau, mais bien entendu, j'ai gardé et je souhaite conserver les bonnes relations que j'ai avec une partie du Parti socialiste qui veut construire. Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Et vous avez raison de le faire. Je suis aussi une femme de gauche qui veut construire, qui veut aider le Premier ministre à pouvoir mener son projet à bien. Et pour cela, je ne peux pas croire que tout le Parti socialiste s'enferme dans une posture d'insoumis qui cherche le chaos. Je sais aujourd'hui que j'ai d'anciens camarades qui veulent construire. Tenez par exemple, jeudi, je me rends chez Hélène Geoffroy, qui est l'ancienne ministre de la ville de François Hollande. Nous étions ensemble au gouvernement, qui est la maire de Vaux-en-Velin, qui d'ailleurs a porté un projet de gauche constructive alternative au dernier congrès du Parti socialiste, et qui aujourd'hui est une femme engagée, qui veut construire. Bien sûr, nous ne sommes pas alignés exactement sur le plan idéologique, mais je crois qu'il est temps maintenant de construire une gauche responsable qui prenne ses distances nettes avec l'extrémisme des insoumis. Il est temps de rompre avec LFI ? Mais il est plus que temps. Ils auraient dû le faire depuis longtemps. Écoutez, au lendemain du 7 octobre, les communications navrantes, mi-chèvre, mi-chou, conditionnées après les attentats du Hamas, étaient déjà le signe que le Parti socialiste avait perdu sa boussole républicaine. Donc il est temps de rompre et il est temps de construire l'avenir de la France. Je reviens sur la réforme des retraites. Donc vous confirmez, il y a des discussions avec le Parti socialiste. Le Premier ministre a ces discussions évidemment. Moi, à mon modeste niveau, je discute aussi, je vous le dis, avec les élus locaux qui m'accueillent. Ouverture vers le Parti socialiste, pourquoi pas réouverture des discussions sur la réforme des retraites dans le cadre, par exemple, d'une conférence sociale. Bien entendu, comme l'a dit le Premier ministre, d'ailleurs bien avant la composition du gouvernement, c'est aussi l'une des raisons qui ont fait donc, je l'ai soutenu. Vous êtes prêt au gouvernement à remettre sur la table la réforme? Le Premier ministre a dit, avant même de constituer son gouvernement, il a dit qu'il souhaitait une conférence sociale sur la réforme des retraites. Il l'a dit. Et que dit le PS? Vos amis du PS? L'ancien président de la République, François Hollande, a dit hier que il était favorable à des discussions, qu'il était aussi favorable évidemment à une conférence sociale, et que bien évidemment, il ne fallait pas déstabiliser le gouvernement de ce pays, et encore moins le président de la République, jusqu'en 2027. C'est une attitude responsable, qui est l'attitude d'un ancien président, et j'espère qu'elle sera durable. Donc c'est aujourd'hui la piste suivie, l'une des pistes suivies par le gouvernement pour essayer de trouver un accord avec la gauche, les socialistes, pour ne pas subir une nouvelle censure. Vous savez, je crois que si... J'ai bien compris, Juliette Merdel. C'est le Premier ministre qui donnera lui-même le là, encore une fois, mais je crois que si les socialistes veulent éviter de donner trop d'importance au Rassemblement national, eh bien qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, je suis venue dans ce gouvernement aussi parce que j'ai entendu ce qu'ont dit les Français aux élections législatives. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas donner le pouvoir au Rassemblement national. Eh bien, donc, le Parti socialiste, sa responsabilité, en jouant son rôle constructif, en venant discuter, en travaillant, en essayant d'améliorer les projets, son rôle, c'est d'éviter que le gouvernement ne dépende de la censure du Front National, du Rassemblement National. Bien. Juliette Merdel, parlons de la politique de la ville. J'espère bien, je suis venue pour ça. Il y a urgence. Il y a urgence. La situation est très difficile dans les quartiers. Comme si on avait un peu abandonné tous nos quartiers, mais il n'y a pas que les quartiers. La ville, c'est aussi la ville de province, c'est aussi les quartiers périphériques des villes de province qui sont aussi abandonnés. La politique de la ville, vous avez raison de le dire, c'est surtout des zones de France qui sont des zones à la fois denses, mais pas tant que ça, mais surtout pauvres, frappées par la pauvreté, mais également frappées par la difficulté d'avoir accès aux services publics. Voilà. Alors... Le service public aujourd'hui, dans ces quartiers politiques de la ville, il est assumé par tous les autres ministres, l'éducation, la santé, etc. Mais ce que fait le ministre de la ville, c'est non seulement il impulse, mais il soutient les associations. Et je vais vous parler de la rénovation urbaine, si vous le voulez bien. Puisqu'il s'agit dans les quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire ces quartiers, encore une fois, pauvres, qui donnent lieu à des contrats. Il y a aujourd'hui 1600 contrats partout en France signés entre l'État, les communes
et les associations dans ces quartiers-là, ils doivent être privilégiés, soutenus, non pas privilégiés, mais soutenus davantage par les pouvoirs publics parce qu'ils sont en situation de grande pauvreté. Qu'est-ce que c'est l'argent de la politique de la ville? Aujourd'hui, c'est à peu près 12 milliards d'euros avec ce qu'on appelle la rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'on reconstruit des immeubles qui sont en décrépitude. Cet argent-là, il sert à améliorer les conditions de vie quotidiennes, mais il n'y a pas que ça. L'État et les communes utilisent vos impôts, Jean-Jacques Bourdin, pour aider les bailleurs sociaux, c'est-à-dire ceux qui entretiennent votre immeuble dans lequel vous vivez quand vous vivez par exemple dans un logement social, en échange d'une obligation d'entretien. Il faut que les ascenseurs fonctionnent, il faut que les poubelles soient bien relevées, que les boîtes aux lettres soient sécurisées, bref, que vous puissiez tous les matins vivre tranquillement, que vous puissiez sortir de chez vous sans être menacé par du trafic de drogue. Eh bien, en échange d'une aide de 315 millions d'euros, les bailleurs sociaux doivent entretenir correctement ces immeubles. Et s'ils n'entretiennent pas correctement? Eh bien, c'est là que je demande aujourd'hui, chez vous, au préfet, de faire un état des lieux dans les 3 semaines qui viennent de la situation d'entretien des logements sociaux dans les quartiers politiques de la ville, pour voir si en échange de cette aide de 315 millions d'euros, ils font bien leur travail. Et si le travail n'est pas bien fait, je demanderai au préfet de revenir sur ce qu'on appelle cette exonération de taxes si le bailleur foncières. social chargé d'entretenir le HLM, habitation à loyer modéré dans les quartiers politiques de la ville, ne fait pas son boulot, sanction. Exactement. Et c'est pour ça que je me suis engagée, vous voyez, c'est très concret, c'est parce qu'un euro dépensé doit être un euro utile. On est dans une période difficile sur le plan budgétaire. Il faut que l'argent public soit bien utilisé. Cette somme de 315 millions d'euros, c'est une somme qui pèse sur quoi? Sur le budget des communes et sur le budget de l'État. Alors attention, heureusement que les bailleurs sociaux sont là, parce qu'ils ont un rôle fondamental, que la vie n'est pas toujours facile pour eux sur le plan économique, mais la seule chose que je leur demande, c'est faites le job pour lequel vous avez une aide publique, faites-le. Bien, mais la vie est difficile dans ces quartiers. Elle est difficile parce que les immeubles sont dégradés bien souvent, mais elle est difficile aussi parce qu'il y a du trafic. Oui, j'y étais d'ailleurs. J'étais à Clichy, à Montfermeil, et j'étais dans le Val d'Oise, à Argenteuil, encore avant-hier. J'ai constaté dans certains immeubles que les trafiquants s'installent, font des trous dans les murs pour cacher la drogue, installent dans les sous-sols des supermarchés de la drogue, mais heureusement, l'État est là, l'État veille, et on lutte contre ça. C'est pas facile, hein. Non. Attention, c'est pas facile. Mais c'est ça qui pourrit la vie des habitants. C'est ça qui pourrit la vie des habitants. Mais oui. Et donc, il faut une présence. Donc, il y a la présence des bailleurs sociaux, elle est indispensable. Parce ils mettent des systèmes de gardiennage, ils mettent des systèmes même de surveillance, de propreté. Quand les ascenseurs tombent en panne tous les 2 jours, moi j'en ai discuté avec les habitants hier, c'est insupportable. Donc maintenant, moi je souhaite que les bailleurs sociaux fassent leur job. Il faut que les ascenseurs fonctionnent, il faut que ce soit propre, il faut que les boîtes aux lettres ferment, c'est simple. C'est ça la ministre de la ville. Si je dois être la ministre des ascenseurs qui marchent, je serai la ministre des ascenseurs qui marchent. La ministre de la ville, c'est aussi la ministre des grandes villes. Mais bien entendu, des villes. On est bien d'accord, Juliette Méadel. Absolument, des grandes villes. Des grandes villes avec des habitants qui viennent souvent de banlieues, qui veulent venir travailler dans les grandes villes, mais qui peuvent plus s'ils ont une voiture ancienne. Oui. Juliette Méadel, c'est une forme de pénalisation des classes modestes, non? Alors vous savez, la zone, vous êtes en train de parler de ce qu'on appelle les ZFE, dont l'objectif est quand même louable, hein, parce qu'il y a quand même 40 000 morts chaque année à cause des microparticules. Oui. Donc c'est quand même louable de dire on va améliorer la qualité de l'air. Mais là où vous avez raison de le dire, et avec Agnès Pannier-Runacher, on en a parlé. Je vous coupe. Oui, alors attendez, vous allez pouvoir vous exprimer. Il reste 2 minutes 30, mais je vous coupe. J'habite dans un quartier difficile. Mon immeuble risque d'être dégradé. Il l'est souvent, malheureusement. Et c'est là que vous incitez, et vous allez même punir les bailleurs sociaux qui ne remplissent pas leur devoir. Je prends ma voiture. Souvent, je fais 1 heure ou 1 heure et demie pour aller travailler. J'ai une vieille voiture parce que j'ai pas les moyens d'avoir une neuve, et je suis pénalisé si j'entre dans le centre-ville, à l'endroit où je vais travailler tôt le matin. Et je vais rajouter pour les artisans qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler en centre-ville, cette mesure est très difficile. C'est la raison pour laquelle j'en ai parlé hier avec Agnès Pannier-Runacher, qui est, comme moi, tout à fait consciente du fait qu'il faut travailler sur de probables dérogations. Je ne veux pas aller plus loin. Il va y avoir des dérogations. Non, je n'ai pas dit ça, nous sommes d'accord pour y travailler. Nous allons voir ensemble comment c'est possible. Dérogations pour qui? Pour les artisans, par
les exemple. quartiers politiques de la ville, par exemple. Mais nous allons voir, Jean-Jacques Bourdin. Nous allons C'est-à-dire voir. que ceux qui habitent dans les quartiers politiques donc de la ville pourraient avoir des dérogations. Je ne suis pas en train de vous dire que nous allons exclure une partie du territoire français, une partie considérable, parce que les quartiers politiques de la ville, vous savez, c'est à peu près 6 millions de Français. Donc, bon, je ne dis pas ça, je dis nous allons regarder au cas par cas pour faire en sorte que notre objectif, qui est le mien, qui est de remettre du travail, de l'activité économique et de la dignité dans les quartiers politiques de la ville. La dignité, c'est de ne pas se sentir exclu de la société. Il est possible qu'il y ait des dérogations. Il est possible. Oui, nous allons y travailler ensemble. Nous allons voir comment nous faisons au cas par cas, selon les zones, les régions, comment les systèmes, les transports publics peuvent ou pas offrir une alternative. Oui. Vous savez, c'est un travail de dentelle parce que le territoire français est fracturé. Il y a des zones qui vont très bien, puis il y en a qui vont pas bien du tout. Voilà, donc c'est à ça qu'il faut Juliette travailler. Méadel, je vais lancer un appel au nom de tous les artisans. Préservez les artisans, préservez les petits patrons de PME ou de TPE. Ici, on en a beaucoup qui nous écoutent et qui sont avec nous. Préservez-les de ces difficultés. Mais il faut non seulement les préserver, mais surtout les écouter, parce que c'est aussi une source d'emploi. Le tissu économique français, c'est beaucoup de PME. Mais bien et sûr. sans les artisans, y compris dans les mais je vais vous dire, y Montrouge, compris vous dans les savez, villes. Même si Montrouge maintenant est devenue une commune riche, mais pas partout, vous savez. Pas partout à Montrouge, je sais. Il y a des zones qui sont quand même pauvres, vraiment. Je sais. Et puis il y a même les zones pauvres qui n'ont pas de commerce. Oui. Donc les artisans, les commerçants, nous en avons besoin parce que ça fait vivre les villes. Et ils ont besoin d'aller aussi en centre-ville. Mais nous avons besoin de Et ils n'ont pas les moyens d'avoir des véhicules neufs. C'est la raison pour laquelle je vous dis il faut travailler pour que chacun se sente pleinement, citoyen de la République. Possible. Nous allons y travailler avec Agnès Pannier-Runacher. Eh bien, merci Juliette Méadel d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est quelle heure ? Il est 8h57.